et architecture et bâtiment quand les normes sont foulées au sol. Oui, parce que ça foule, ça pousse tel des champignons dans la forêt, des immeubles partout. On ne sait pas qui fait quoi, qui est qui exactement. Maçon, architecte, ingénieur, tout le monde se donne la chance de se dire qu'il connaît. Et nous, pour les départager, nous avons aujourd'hui un invité de parcours avec nous pour parler de tous ces sujets, pour comprendre exactement c'est qui l'architecte, c'est qui l'ingénieur et quelles sont les normes qu'il faut pour les bâtiments. L'exemple illustratif, c'est le bâtiment de Matoto qui s'est effondré. Nous allons ici quand même de parler de tout ça avec notre invité, Monsieur Oumar Sylla. Rebonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau de Open TV Show. Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs. Voilà, vous avez compris, nous sommes avec vous, les architectes. Et c'est quoi d'abord un architecte? L'architecte, c'est ce chef d'orchestre. Et ce conseiller à qui vous confiez la projection de votre ouvrage, c'est cette personne qui rend votre ouvrage fonctionnel et rationnel. C'est ça un architecte, en fait. Rendre un espace rationnel et fonctionnel. Et aujourd'hui, le secteur, surtout quand tu parles, c'est le secteur quand même du bâtiment, du BTP, comment se portent ces secteurs aujourd'hui? Il y a quand même des chantiers qui poussent un peu partout dans ce pays, mais est-ce que ça respecte les normes d'architecture et d'urbanisme? C'est la grosse question que tout le monde se pose. Je dirais non, parce que tout le monde aujourd'hui se lance dans la profession de projection des bâtiments. Nous avons des étrangers qui viennent, qui font du n'importe quoi aussi, au su de tout le monde, au vu et au su de tout le monde. Ils ne sont pas inquiétés. Or, il y a des normes, même si tu es le plus grand architecte qui vient dans un pays, tu es obligé de confier ton œuvre à quelqu'un qui va le signer à ta place. Hein? Un architecte local qui va le signer à ta place afin d'avoir un permis. Et cela n'est pas respecté. On voit des gens qui sont... que nous, quand on les rencontre techniquement en échangeant dans d'autres pays, on se dit sûrement il doit être un technicien dans le BTP, mais qui se fait transformer ici en ingénieur ou architecte et ainsi de suite. En fait, dans d'autres pays, il est technicien en BTP, mais en Guinée, là, il se fait un grand ingénieur ou il se fait un architecte. Vous comprenez un peu? Ou, je ne sais pas, il y a une sorte de démarcheur aussi même hein, dans ce business, où des gens qui démarchent des projets, qui se font passer, en fait, qui évitent même que les maîtres d'ouvrage rencontrent les vrais maîtres d'œuvre. Il y a tout ça qui se passe dans ce pays. Donc c'est quelque chose qu'il faut soigner et ça c'est la contribution de tous les professionnels, des ingénieurs, des architectes, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, pour une personne, un particulier qui veut construire une maison en bâtiment, que ce soit un R+1, un R+2 ou une maison classique, quelles sont les démarches que cette personne doit en fait entamer avant en fait de voir, parce que je sais qu'il y a des études peut-être préalables à faire. Quelles sont les étapes à faire? En fait, une fois qu'il rencontre son conseil, qui est l'architecte... Donc en fait, l'entrée en matière pour construire une maison, c'est l'architecte. C'est obligatoire. Il faut un chef d'orchestre. En fait, le maestro. Voilà, ce sont des personnes qui font appel aux autres professions pour avoir des données afin de vous mettre à l'aise, c'est-à-dire projeter quelque chose qui va à votre image et en fonction de vos besoins. Donc, ils font appel à d'autres professions complémentaires afin de pouvoir faire quelque chose pour vous. Donc, la première personne à contacter, c'est un architecte ou un bureau d'études reconnu par l'Ordre national des architectes ou qui est enregistré là-bas afin de pouvoir faire ses études. Donc, lorsqu'il vous lui confiez votre projet, vous allez lui dire ce que vous voulez faire. Donc, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de faire d'abord vous pousser à faire des études préalables, d'accord? Des préalables, tels que chercher à savoir quel est le sous-sol, où se trouve votre site, est-ce que ce que vous voulez faire respecte les normes d'environnement, ainsi de suite. Ainsi, à partir de là, il vous propose un projet, un premier jet qu'on appelle APS, un avant-projet sommaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, les maîtres d'ouvrage, une fois qu'ils ont cet avant-projet sommaire, ils mettent l'architecte à l'écart. Ils se mettent maintenant à faufiler. Chez eux, ils ont un projet. Ou quand l'architecte leur parle un peu de... comment je vais dire ça?
parce qu'on ne peut pas le payer quand même. Hein. Comment on appelle ça, Sagnoli, comment est-ce qu'on le paye ses honoraires, d'accord. Une fois il fait part de ses honoraires au maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage fait en sorte de freiner le projet. À un certain moment, il fait appel à d'autres personnes, il transfère le projet. Donc après, les préalables qui ont été étudiés n'est plus connu par le nouveau, ou des gens qui aussi... C'est pas le fait qu'il y a un manque de projets, dont les gens n'arrivent pas à gagner des projets, vous les voyez tout le temps dénigrer des projets. En fait, ils cherchent tout le temps à mettre la tête, donc ils trouvent un moyen de rentrer dans des projets pour modifier certaines choses, et après, c'est des catastrophes, on peut enregistrer un peu partout dans le pays. C'est des choses comme ça. Oui, Sagnoli, au moins, tu es bien placé quand même pour parler de l'architecture du pays. Oui. Surtout devant ton étudiant quand même. Non, mon collègue. Non, je suis très heureux de t'avoir ici. Okay. Ça fait vraiment longtemps que je ne te voyais pas. Donc, actuellement, disons-nous la vérité, en matière de construction, on est parti nulle part. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu penses, quelles sont les dispositions que tu juges nécessaires à prendre pour pouvoir empêcher que tout cela se produise? La loi est claire. Il y a des lois qui sont mises en place. Par exemple, je prends juste un exemple sur le code de la construction. Juste le code de la construction. Ce code de la construction est clair. Pour toute construction, même une toilette, il te faut forcément la signature d'un architecte. Parce qu'on se dit que lorsque l'architecte intervient, il te poussera à faire intervenir tous les autres corps de métier dont il en a besoin afin d'avoir des données pour pouvoir faire son projet. Donc, en allant déposer ce projet, ça permet à l'État de savoir où est-ce que ce bâtiment est construit, à combien ce bâtiment va être construit, quelles sont les normes utilisées pour avoir ce beau projet et comment il va être construit. Pourquoi? Parce que tout sera détaillé dans les documents qui seront déposés pour avoir un permis. Et la dernière fois, j'étais sur l'un des plateaux d'ici même, Dioma, pour vous dire que combien de fois ce code de la construction est intéressant. On va jusqu'à fixer le loyer. Chose dont les gens pensent que ce n'est pas fait, ce n'est pas fixé. Le loyer est bel et bien fixé dans le code. Alors, moi, je voudrais juste rebondir. Juste avant, parce que c'est très intéressant, nous allons donner le numéro, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut poser. Les téléspectateurs, au 629 89 59 95, vous pouvez réagir, ou bien vous venez sur notre page WhatsApp, ou bien sur YouTube, pour quand même poser des questions par rapport au thème du jour, architecture et bâtiments, quand les normes sont foulés au sol. Le 629 89 59 95. Oui, Achou. Moi, je voudrais savoir comment expliquer aujourd'hui qu'en Guinée, que le mètre carré soit plus cher qu'en France. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les maisons coûtent excessivement en termes de loyer, en termes, si je veux payer une maison, ça coûte excessivement cher que d'autres pays. Qu'est-ce qui expliquerait cela? Je suis d'avis avec vous. La dernière fois, un peu, je surfais parce que de temps en temps, ça me pousse à réfléchir. J'ai surfé un peu sous le nez. J'ai vu, par exemple, à Brooklyn City, où je peux avoir une maison à 65 000 $, à 80, 70 000 $. Oui. Or, ces maisons avec des matériaux qui coûtent cher, des matériaux de valeur, où tu peux voir un sol carrément en parquet, d'accord, fait en bois, ainsi de suite. J'ai vu cela et je me dis qu'ici en Guinée, même pour avoir la terre, c'est plus cher que... En fait, une sorte de pousser les Guinéens à sortir de leur pays et pousser des étrangers qui devaient aller dans des hôtels, acheter des domaines. En fait, on pousse les gens à changer de nationalité, en un mot. Qu'est-ce qui explique ça? C'est le fait qu'on ne veille pas. On ne veille pas sur les codes, sur les lois que l'Assemblée a mis en place afin que les gens puissent... Parce que quand on laisse l'être humain, excusez-moi du terme, nous sommes des animaux. Quand on nous laisse à nous-mêmes, on fait du n'importe quoi. Donc il y a des lois qui nous encadrent. Donc si on ne respecte pas ces lois ou qu'il n'y a pas une autorité qui nous tape pour dire qu'il faut forcément respecter ces lois, c'est un laisser-aller total. Ce que vous êtes en train de dire, je suis entièrement d'accord que les terres sont chères. Pourquoi? Parce que
n'importe qui. Deux fois d'ailleurs, ça ne lui que le sait, parce qu'à un certain moment, on cherchait un truc pour quelque chose là. À chaque fois qu'on parlait des montants de terre, en fait, tu veux même directement, tu deviens vulgaire en face de celui qui te vend. Parce que tu te demandes sur quoi il se base. Oui. C'est-à-dire, il te montre un milieu qui n'est pas viabilisé, qui n'a ni l'eau, qui n'a ni courant, qui n'a même pas un accès, mais il se permet de te parler de milliards. En fait, le mot milliard est devenu facile dans la bouche du Guinéen. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les zones devaient être facturées en fonction de leur importance. On est d'accord que Kipé est plus important que Symphonia, Kipé est plus important. Et ça, l'importance là vient comment? En fonction de certains équipements administratifs, de certains équipements de l'État. Un stade, un grand hôpital, un aéroport, un monument, ainsi de suite. C'est en fonction de ça que les prix sont donnés en mètres carrés. Sortons même du cadre de cette fixation du prix en mètres carrés pour les achats des terrains. Allons même dans le cadre du loyer. Vous imaginez, l'État guinéen a fait en sorte que le loyer soit très moins cher. Je conçois un bâtiment, chose d'ailleurs qui existe un peu partout, parce que quand tu regardes la majeure partie des bâtiments de Conakry... Vous avez dit que l'État guinéen fait de telle sorte que le loyer soit très moins cher. Évidemment. Comment? Je vous explique. Ah, voilà. Toujours avec ce même code, Oui. quand l'État pouvait s'élever juste pour faire respecter. Dans ce même code, au titre 4, on exige pour toute construction de prendre un permis. Ça, c'est une bonne chose. Cela veut dire pour prendre un permis, il faut fortement un architecte qui va vous dire combien votre bâtiment va coûter, et quels sont les matériaux qu'il faut utiliser. Il va faire appel à d'autres professions, parce que quand on parle d'ingénieurs, il y a beaucoup de types d'ingénieurs. Il va faire appel aux différents ingénieurs dont il en a besoin afin de pouvoir faire des études nécessaires pour... Donc, le coût du bâtiment va être connu. Connu. OK? Le coût du terrain est connu parce qu'il te faut un titre foncier. Si tu prends un titre foncier, la valeur vénale est connue. Donc, le coût de ton investissement est connu. Et la majeure partie des bâtiments qu'on a créés aujourd'hui, je les cadre dans un cadre social. C'est-à-dire, leur standing, c'est un standing social. Ce standing social, c'est... Tu peux pas... On est d'accord que si le bailleur investit, il faut amortir. D'accord? Ouais. Il faut forcément gagner en amortissant, il faut forcément gagner l'intérêt. Mais si on laisse les gens faire du n'importe quoi, il aurait aimé, lui, le bailleur, construire aujourd'hui et amortir demain. Ouais. Et ce n'est pas ça le code ludique. Le code ludique, lorsque tu conçois, tu projettes un bâtiment de type social, qui est cadré dans un standing social, pour l'amortir, il te faut 25 à 30 années. Et le taux d'intérêt que tu dois chercher dessus, c'est 3,33% à 4%. D'accord. C'est ce que tu dois chercher. Facile, hein, très facile. Calcul simple. Non, par exemple, voilà. Il est perdu. Bon, en attendant le 669 439 59 95, vous pouvez nous appeler et réagir dessus. Ouais. La question, on va prendre 1 million, un bâtiment, un appartement d'1,5 million. Pour l'amorti, vous avez parlé de 3,5%. Mais comment tu as fixé ces 1,5 million? C'est comme ça, parce que... Non, c'est pas comme ça, alors ça se calcule. C'est pourquoi? Parce qu'il y a le bas peuple, il y a les vrais gens qui sont dans les quartiers. Tout ce que vous dites, bon, ils ne vont pas comprendre. On va dire, bon, par exemple, pour un bâtiment d'1,5 million, il te faut quelle norme? Pour un bâtiment de 2,5 millions, il faut quelle norme? Et comment l'amortir? Parce qu'il n'y a pas d'outils permettant aux gens de gérer la gestion de la location. C'est-à-dire, promoteur... client, le locataire et le promoteur. Je t'explique. J'ai 10 mètres carrés à bâtir. C'est-à-dire, mon bâtiment, sa superficie ne fait que 10 mètres carrés. Vous imaginez, chaque 10 ans, il y a un bordereau des prix unitaires que l'État publie. C'est-à-dire le ministère, à travers le ministère de l'Habitat, qui est le ministère tutelle, qui publie, afin que les professionnels l'utilisent pour faire leur devis, en fonction du bâtiment qu'ils sont en train de construire, en fonction de l'entreprise qui est en train de construire, ainsi de suite. Donc, je prends un type social. Je facture ce type social, par exemple, si je prends le logement social avec Aguifil, c'est $262 le mètre carré. D'accord? Donc, les $262, c'est-à-dire le promoteur, c'est avec ça, il construit, et quand c'est revendu à $262, il gagne de l'intérêt avec. Prenons 2,5 millions le mètre carré.
on suppose que les 10 mètres carrés, c'est une chambre. Tu peux même avoir une chambre et une toilette, ton petit bureau à l'interne. D'accord? Donc, 10 mètres carrés est construit avec 2 500 000 le mètre carré. Les 10 mètres carrés nous fait combien? Ça nous fait 25 millions. D'accord? Voici comment maintenant ça se calcule pour fixer le loyer. Les 25 millions seront divisés par 12. Vous comprenez un peu? Donc, ça va nous faire quelque chose de 1 million... 2 millions, disons. 1 million 800 1 million et quelques comme ça. D'accord? Ces 1 million et quelques aussi sont divisés à 25 ou 30 années. Donc, on va aller très rapidement. On prend les 25 millions, on divise par 25. C'est-à-dire on fait en sorte que le gars amortit rapidement son loyer. Au lieu de prendre 30 ans, on prend 25 ans. On divise les 25 millions par 25, ça lui fait 1 million l'année. C'est ce qu'on doit payer par an pour amortir dans les 25 années. Maintenant, l'intérêt que le client doit chercher dessus, c'est 3,33% ou 4%. Vous imaginez, ça lui fera quelque chose maximum de 1 50 000, 1 100 000. 1 100 000 pour la chambre, c'est ce que l'on doit payer par an. D'accord. Là, où il peut se plaindre, ce téléspectateur qui le dit. Il y a l'Ordre national des architectes de Guinée qui a leur siège ici à Nongo. Ça, c'est un. Deuxièmement, souvent, ça dépend du terme de contrat qu'ils ont élaboré entre eux. Un architecte qui fait un projet, son plus grand souhait, c'est de suivre le projet jusqu'à la fin, se rassurer que son bébé qu'il a mis au monde grandit très bien. Ben, déjà, dès qu'ils empochent la première partie, on disparaît. Non, il ne peut pas tout empocher à la première partie. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a, au fait, il y a des réceptions qu'il doit suivre. D'accord. Mais le problème, les gens n'arrivent même pas à payer l'honoraire de l'architecte. D'accord. Ils trouvent que c'est cher. Or, ce n'est pas cher. Qu'est-ce qui est cher? C'est lorsqu'un bâtiment s'écroule sur toi. Qu'est-ce qui est cher? C'est lorsque ça ne fonctionne pas et que chaque fois tu dois faire des modifications durant la vie du bâtiment. C'est ce qui est cher. Mais en réalité, ça dépend du terme de contrat. Parce qu'en faisant ce contrat, si vous vous limitez juste à ce qu'il te fasse le projet, chose d'ailleurs que l'architecte ne devait pas faire, c'est de faire en sorte, il fera en sorte dans son contrat, faire en sorte qu'il suive le projet jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que le fait les gens pensent qu'un architecte, quand il vient au chantier, il doit obligatoirement prendre pelle, brouette, des trucs comme ça, ou chaque jour venir s'arrêter au chantier. Or, ils oublient qu'il a fait appel à d'autres professions qui interviennent dans la chaîne de construction. Au fait, qui lui a apporté des données